Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15. Le débrief, la suite avec Radio VFM et Foot Normand. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Épisode spécial Gambardella aujourd'hui avec une deuxième partie au cours de laquelle on a toujours à nos côtés notre invité exceptionnel Nicolas Seub, le directeur du centre de formation du Stade Malherbe de Caen et entraîneur de cette équipe qui disputera la demi-finale de la Coupe Gambardella le week-end prochain contre le Stade Rennais. Rebonsoir Nicolas. Bonsoir. Mathieu Billot de Foot Normand est toujours là. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Dimanche prochain, grand rendez-vous, 15h, coup d'envoi ici au stade Michel Dornano. Dans cette deuxième partie, on va parler également de la formation au stade Malherbe, deuxième partie qui commence maintenant. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VFM et le Foot Normand. Après s'être concentré sur le match en lui-même dans la première partie, on va élargir notre discussion à la formation. On le rappelle, Nicolas, vous n'êtes pas seulement, c'est déjà pas mal pourtant, l'entraîneur de l'équipe de Gambardella, vous êtes aussi et surtout, j'ai envie de dire, le directeur de centre de formation du Stade Malherbe de Caen, un poste que vous occupez depuis l'été dernier. La première question, Nicolas, qu'on a envie de vous poser dans cette deuxième partie, est-ce que quand on a une équipe qui se qualifie, comme c'est le cas pour les demi-finales de la Coupe Gambardella, ça signifie forcément qu'on a une très grosse génération ? La question est complexe, c'est pas forcément une vérité. En tout cas, parce que le problème, c'est qu'il faudrait remonter historiquement à réellement est-ce que les joueurs qui ont fait un parcours plus qu'honorifique en Gambardella, est-ce que c'est des joueurs qui font une grande carrière ? La réponse est aujourd'hui, je ne l'ai pas. Il n'empêche que sur la génération, donc la dernière, 2001, qui a eu la chance de faire la finale au Stade de France, il me semble qu'il y a plus de la moitié qui ont fait carrière. Oui, il y avait une belle génération. Ouais. Donc, voilà, si on fait des calculs mathématiques, normalement, c'est garant d'une génération qui pourra vivre du métier du football, en tout cas, que ce soit en national, en Ligue 2 ou en Ligue 1, voire pour les meilleurs, peut-être une carrière internationale, j'en sais rien. On rappelle, en 2001, il y avait des garçons comme Jérémy Sorbon, Ronald Zubar, Bruno Grougy, Benoît Le Sommier. Benoît Le Sommier. Il y avait aussi, on parlait de vivre de l'activité du football. Il y avait un garçon qui travaille toujours ici, comme Eddy Costil, qui est l'entraîneur des gardiens du groupe professionnel. Voilà. Et même si on veut se rapprocher un peu plus de nous, alors c'était ni une finale ni une demi-finale, c'était un quart de finale en 2016, si je me trompe pas. Mais par exemple, dans le groupe, il y avait Yann Caramo, Jean-Victor Makengo, Jessie Deminguet, qui était remplaçant d'ailleurs. Qui était remplaçant en quart de finale, tout à fait. Comme quoi, ça, voilà. Comme quoi, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité, mais il y a quand même, déjà on peut citer ces trois garçons-là qui font carrière professionnelle, deux à l'étranger. Je crois qu'il y avait aussi un garçon comme Christopher Opéry qui aujourd'hui est professionnel en Belgique. Qui a longtemps joué à Châteauroux. Donc on parlait de vivre de son activité football. C'était un peu un leitmotiv de l'un de vos prédécesseurs, Francis de Tadeo pour ne pas le citer. Il disait, bien sûr que c'est important les garçons qui sortent à Caen, mais il faut aussi penser où vont jouer ceux qui ne sortent pas, parce que c'est pas la même chose, entre guillemets, sans manquer de respect, de jouer en R1 que de jouer en N1. Ça n'a pas la même valeur au niveau du centre de formation, ça veut pas dire la même chose. En résumé, si on fait que des joueurs qui arrivent à jouer au moins au niveau national, c'est qu'on aura bien travaillé. C'est que c'est pas mal. Voilà, en toute honnêteté. Et même, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, même en National 2, puisque pour être souvent sur les terrains de National 2, voir notre équipe réserve, ça joue quand même sacrément bien au football. Donc si on arrive déjà à l'issue du parcours de formation, jouer en National 2, c'est que les éducateurs et le joueur ont bien travaillé. Il faut une grosse force collective et aussi quelques individualités indéniablement qui sortent du lot, toute proportion gardée, mais ça, on a souvent dit l'équipe de France quand elle gagne c'est parce qu'il y a une grosse force collective, puis il y a Michel Platini ou il y a Zinedine Zidane. Bon, évidemment on va pas comparer la génération à l'équipe de France, Nicolas, mais souvent quand une équipe performe c'est qu'elle a une grosse force collective et c'est qu'elle a quand même quelques individualités qui se détachent. Là on parle du football de manière générale. De toute façon, une équipe qui gagne des matchs ou remporte des titres, puisqu'on a évoqué l'équipe de France, forcément c'est qu'il y a une assise collective qui est top, avec des objectifs communs et une envie commune de bien travailler ensemble. Mais malgré tout, ça ne suffit pas. Ce qui fait la différence ensuite, c'est le talent individuel de chaque joueur. Et quand on n'a pas de talent dans l'équipe, alors certes collectivement on peut exister, mais ceux qui font la différence, c'est les top joueurs. Et sinon on ne gagne pas.
la dernière Coupe du Monde de l'équipe de France, si Kylian Mbappé n'est pas en forme comme il l'est, l'équipe de France n'est peut-être pas championne du monde. Donc pour autant, il y a un travail collectif hors norme avec, je me souviens même d'un Blaise Matuidi jouant excentré gauche, alors que c'est pas du tout son poste de prédilection, mais qui se met au diapason du collectif, et le talent individuel normalement fait la différence. Mathieu ? Oui, sans trahir de secret, c'est vrai que c'est une période aussi un petit peu particulière au niveau des centres de formation, parce que c'est la période où les clubs et les éducateurs et les dirigeants décident l'avenir. Qui va continuer au club, qui ne va pas continuer. Hein, c'est tous les ans, hein, c'est pas spécifique à cette année, mais ça tombe un peu durant ce mois d'avril. Alors, il y a certains garçons qui ont la chance et peut-être le talent d'être déjà fixés sur leur avenir. Le club a par exemple déjà communiqué sur le premier contrat professionnel de Norman Bassett. Je crois que sans trahir de secret, un garçon comme Mohamed Afib lui a signé un stagiaire pro déjà. Bon là, il y a des discussions autour de Thiam Gomis, mais des garçons, il y en a 20, il y en a 25, il y en a beaucoup. Est-ce que ce parcours en Gambardella, où c'est des matchs, on va dire, des vrais matchs de compétition. Alors je dis pas que les parcours en 17-19 ne le sont pas, mais c'est vrai que là c'est à pile ou face, hein. Vous gagnez, vous continuez, vous perdez, c'est la fin de l'aventure. Est-ce que ça peut être un révélateur de quelque chose chez des garçons ? Est-ce que ça peut faire basculer la balance d'un côté ou de l'autre sur peut-être des garçons que vous hésitez, hein, tout simplement ? Alors, la différence entre le championnat et les matchs de Coupe Gambardella, c'est l'enjeu. Vous l'avez dit, c'est que être en capacité de pouvoir faire face à l'événement, parce qu'il y a un qualifié, un éliminé. Et forcément, donc, ça demande une capacité mentale à surpasser l'événement. En général, le joueur qui va réussir, ce jour-là, il est toujours prêt. Voilà. Ouais. Donc nous, en termes d'évaluation et de critères, forcément, ça nous donne des billes sur l'avenir du joueur. Récemment, j'ai eu une discussion, récemment, avec Romain Leroux, on communique beaucoup, qui est mon adjoint et qui a vécu un super parcours avec Michel Rodriguez avec les U19 sur 2 années pour les playoffs. Il a vécu aussi la Gambardella. Il me dit la Gambardella, Johan Le Penant, ce jour-là, c'était l'élimination à Châteauroux, ce jour-là, il a été au-dessus de tout le monde. Donc ça prouve quand même que le top joueur qui va réussir, ce jour-là, il est capable de se surpasser, de prouver des choses. Voilà, c'est juste un critère d'évaluation. Le joueur, malheureusement, qui passe au travers à chaque fois qu'il y a de l'enjeu, forcément, pour la suite, ça risque d'être complexe puisque c'est son futur métier. Donc c'est ça qui est top, c'est que dans leur parcours de formation, on a la chance, et ils sont allés chercher tout seuls, de pouvoir vivre des moments comme ça, ce qui manque dans l'histoire de notre club, tout simplement pour la suite et pour leur futur métier. Plus les joueurs vont être préparés à jouer des matchs de très haut niveau avec de l'enjeu, plus ils vont être armés pour être avec l'équipe professionnelle. Et pareil pour les internationaux, puisque forcément c'est des confrontations en jeu face à des adversaires de top niveau. Et toute proportion gardée, vous faisiez référence tout à l'heure à la réserve, oui, qui évolue en N2, oui, avec un haut niveau de compétitivité. On est d'accord. C'est pas la même chose quand on a un club professionnel d'avoir sa réserve en N2 que d'avoir sa réserve en N3, avec tout le respect qu'on doit au championnat national 3. Mais quand on est titulaire à 17-18 ans en N2, ça peut donner 2-3 indices sur la suite éventuellement d'une possible carrière. Disons que c'est plus facile pour nous d'évaluer, et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui un joueur qui excellait en N3 ne donne pas forcément de garantie pour l'avenir. En revanche, un joueur qui est très bon en N2 donne davantage de garantie, tout simplement parce que le championnat N2 a sacrément évolué et que les structures amateurs s'entraînent tous les jours comme des pros et ont des joueurs très talentueux qui sont passés aussi par des centres de formation. Donc la rivalité et la confrontation est de très haut niveau. Donc forcément, ça donne des garanties pour la suite. Toujours sur ce petit volet un petit peu sur les joueurs, est-ce qu'à l'inverse, faire un gros parcours en Gambardella, une demi-finale, c'est aussi le risque de s'exposer au regard d'autres clubs et d'avoir la complexité peut-être d'avoir des sollicitations et des complications? Oui, mais ça fait partie du jeu. En même temps, si on veut sortir des joueurs et des bons joueurs, il faut forcément qu'ils soient exposés. Et de toute façon, s'ils le sont, ça veut dire qu'on travaille pas trop mal, ou ça veut dire qu'ils travaillent super bien, les joueurs. Donc le jour où nos joueurs ne sont plus sollicités, il faut qu'on s'inquiète sérieusement. Et forcément, là, on a quelques internationaux. Donc déjà, quand on est international, les sollicitations, elles sont hors normes, puisqu'aujourd'hui, le football
À ce niveau-là, c'est quand même sacrément accéléré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où on est international, il y a des sollicitations hors normes. Et pareil pour la Gambardella. Donc forcément, quand il y a des joueurs qui excellent en Gambardella, forcément, ils sont sous les feux de la rampe. Et puis forcément, du coup, ils peuvent être sollicités, oui. Mais ça fait partie du jeu. C'est un contexte aussi qui favorise les attentes, évidemment. Maintenant, il y a aussi évidemment l'ampleur des réseaux sociaux. Oui. Ces fameux réseaux sociaux. Un truc qu'adore Nicolas. Par rapport au parcours de ces jeunes, on entend beaucoup en ce moment. Ils performent, ils sont en demi-finale, ils devraient jouer en pro, ils nous feraient du bien, faut faire jouer Norman Bassett, faut faire jouer Mohamed Hafid. Sauf que, vous le savez mieux que quiconque, Nicolas, évidemment, c'est pas si simple que ça. Ah non, mais bon, c'est l'avantage d'être au quotidien avec eux, surtout. Et puis c'est un vrai métier, entraîneur. Donc du coup, et entraîneur pro, c'est un vrai métier, et formateur, c'est un autre métier. Nous, à la formation, l'objectif, c'est de former des joueurs à ce qu'ils soient prêts à intégrer un groupe professionnel. L'entraîneur professionnel, lui, c'est la performance de son équipe, et donc c'est des résultats tout de suite. Donc forcément, oui, il y a peut-être des joueurs à potentiel avec des profils, mais non, ils ne sont pas prêts à jouer encore. Tout simplement parce que les joueurs qui jouent sont meilleurs qu'eux et parce qu'ils ne sont pas prêts. C'est pas parce qu'on excelle dans un championnat ou dans une catégorie d'âge qu'on peut jouer des gens en pro. La preuve en est, c'est qu'ils jouent contre des gens de leur âge. Ils jouent pas contre des mecs qui sont expérimentés au niveau professionnel. Donc ça fait pas du tout la même chose. Le problème, c'est ce qui nous fait du mal, c'est les joueurs qui sont précoces et qui arrivent très tôt. Donc souvent on souligne Mbappé. Mais le problème de Mbappé, c'est qu'il y en a un. Sortir pro à 22 ans, il n'y a pas de honte et c'est normal. Sortir pro à 18 ans, c'est anormal en fait. Il faut l'exception, c'est celle-là. Voilà, il faut le savoir. Sortir pro à 18 ans, c'est anormal. Ce n'est pas normal. C'est que le garçon, voilà, il a un tel talent, il est tellement mature qu'il arrive, lui, à déjà exercer son métier face à une grosse rivalité. Mais la plupart ne sont pas prêts. Tout simplement. Donc, pour répondre aux réseaux sociaux, les joueurs ne sont tout simplement pas prêts. J'ai envie d'aller plus loin que ça. Si c'était vraiment des top joueurs, je pense que l'entraîneur des pros n'en s'en priverait pas. Voilà, on n'est pas débile quand même. On va essayer de mettre la meilleure équipe possible pour gagner des matchs. Il n'y a aucun entraîneur jusqu'à preuve du contraire qui s'est privé d'un bon joueur. On est d'accord. Et juste, je vais faire une petite précision. Cet amalgame a souvent lieu parce qu'aujourd'hui, pour des raisons économiques, les joueurs signent de plus en plus tôt les contrats. Mais c'est plus une raison de protection des clubs et aussi de garantie pour aussi l'avenir des jeunes. Mais par exemple, alors, pour prendre son exemple, parce que c'est officiel, c'est pas parce que Norman Bassett a signé un contrat professionnel, là c'était début janvier, je crois, qu'il est prêt à jouer en professionnel. On est d'accord. C'est plus un point de vue contractuel de protection du club et de l'avenir du joueur, c'est les deux parties. Mais ça signifie pas que demain, Norman Bassett, il a le niveau de déloger Nuno da Costa. Non, mais il ne l'a pas. Il le sait. Et entre guillemets, c'est bien normal. C'est normal. C'est bien normal. Il n'y a pas de problème. On protège, comme vous l'avez souligné, on protège les joueurs parce qu'ils sont sollicités par un contrat professionnel, mais ils ont juste un statut, mais ils n'ont pas encore le niveau. Et pour ça, il va manquer quelques années et quelques heures d'entraînement et de pratique. D'une manière générale, cette Gambardella, quand même, elle apporte un coup de projecteur sur la formation. La formation au Stade Malherbe qui se porte, on va dire, plutôt bien, mais pas que de cette année. Oui, c'est historique. Voilà, on faisait référence à l'époque de 2001. Si on remonte un petit peu plus loin, il y a aussi Génération, il y avait aussi une finale de Gambardella en 94, si je ne me trompe pas, avec des garçons comme Frédéric Ney. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi un petit peu la lecture de la formation au Stade Malherbe? On disait la réserve en N2, elle est pas loin de valider son maintien. Les résultats sont plutôt aussi satisfaisants au U17, U19, même s'il n'y a pas de pression forcément liée à ça. Comment ça se passe à ce niveau-là, au niveau de la formation? Aujourd'hui, l'idée, c'est de développer le joueur pendant son parcours de formation et pas se mettre de barrière sur sa capacité à progresser. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, il ne faut plus se référer à l'âge, mais à la maturité de l'âge. C'est-à-dire qu'il y a un garçon qui peut être très jeune, mais pour autant déjà exister dans un groupe d'entraînement très élevé. Si on se réfère, nous, à notre groupe d'entraînement le plus élevé, c'est le groupe d'entraînement N2. C'est-à-dire qu'il y a des garçons qui peuvent être à même à 16 ans, de pouvoir s'entraîner, 17 ans, avec ce groupe-là. Mais on se réfère surtout à sa capacité athlétique, à pouvoir résister à la charge de travail qui est plus élevée que dans le premier groupe de formation, par exemple. Donc ça c'est un premier objectif. C'est-à-dire de cibler réellement le bon groupe d'entraînement pour le joueur pour qu'il développe. Le deuxième objectif, c'est
de faire jouer les joueurs. Depuis qu'on a fait quand même un audit de la formation, l'idée c'était de réduire les effectifs, mais pas seulement sur un point de vue économique, c'est aussi sur un point de vue temps de jeu. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, pour évaluer le joueur, c'est l'évaluer en compétition. Si on l'évalue qu'en séance, malheureusement on se trompe. Et en plus, dans son parcours de formation, pour le joueur, c'est terrible parce qu'en fait, si on lui propose que des séances, dans son bien-être, c'est catastrophique. C'est-à-dire que le garçon, il s'entraîne tous les jours comme les autres et il joue jamais. Donc ça, on a décidé que, quitte à avoir des effectifs restreints et être des fois à 12, moi par exemple ce week-end, nous étions 13 joueurs et un seul gardien, tant pis, mais au moins tout le monde joue et on peut évaluer tout le monde. Comme ça, quand on reçoit les personnes concernées, joueurs, parents ou conseillers, on peut évaluer par rapport à de l'entraînement et aussi de la compétition. Ça, c'était le deuxième objectif. Et le troisième objectif, il est compétition. Et ici, on souhaite cultiver la culture de la gagne. La culture de la gagne, c'est pas gagner n'importe comment ou à n'importe quel prix. C'est surtout faire comprendre aux gens que la compétition, quand on rentre sur un terrain, c'est pour gagner un match. Moi, un gamin, quand il commence le foot à l'école, quand il joue avec des copains, ce qu'il adore, c'est gagner. C'est pas qu'on forme pas, c'est que ça fait partie intégrante de la formation. Et demain, vers quoi ils vont être confrontés, peu importe s'ils ont fait une belle prestation ou pas, si le week-end ils perdent, ça suffit pas. Donc il faut leur faire comprendre que l'importance de la gagne tous les week-ends. Voilà, en gros, les trois grandes idées de la formation. On n'évoque pas la scolarité et le côté socio-éducatif, mais sur le plan sportif, c'est ça. C'est cibler le joueur par rapport à son groupe d'entraînement. 2, c'est proposer à tout le monde du temps de jeu. Et 3, c'est cultiver la culture de la gagne. À ce niveau-là, il y a eu une vraie évolution, Nicolas, dans la logique de formation. On se souvient qu'il y a quelques années de ça maintenant, le Stade Malherbe avait une équipe C, par exemple, en senior, avait des équipes B, voire C chez les jeunes. C'est révolu ce temps-là. Aujourd'hui, c'est plus ça l'idée. C'est révolu parce que on a constaté qu'il y avait trop de joueurs dans les centres de formation, mais c'est une vérité. L'accessibilité, elle est infime, et donc plus on va rajouter de joueurs, plus on va faire croire à des gens qui sont capables alors qu'ils ne le sont pas. Donc c'est juste cibler de meilleure manière et réduire les effectifs pour faire tout simplement de l'élite, puisqu'on prépare à un métier. Et nous, c'est quand on va dans des préparations de métiers élitistes, déjà le choix de départ est terrible. Quelqu'un qui veut rentrer en médecine, le concours d'entrée, il est terrible. Donc quelqu'un qui rentre dans un centre de formation, c'est que déjà il a des qualités pour pouvoir espérer faire ce métier-là. Si on fait rentrer tout le monde, moi je suis désolé de le dire à tous, mais on est en train de se mentir. On se ment, puisqu'on ment aux joueurs, on ment aux familles, et non, malheureusement, le niveau n'est pas suffisant. Et même pour ceux qui sont bons, peut-être que ça suffira pas. Et on est là, ça suffira pas pour faire de l'élite. Ça veut pas dire qu'ils ne sont pas bons au foot. C'est tout le lapsus, c'est que ça reste des bons joueurs, mais pour en faire ce métier-là, il faut encore autre chose. Oui, bien sûr. Les autres, ils peuvent évoluer dans des clubs de N2, de N3, on est d'accord, de la région notamment. On est d'accord, et ça reste des niveaux très honorables. On est d'accord avec ça. Mais nous, notre objectif, c'est de faire des top joueurs qui puissent jouer dans le monde professionnel. C'est ça notre objectif. Mathieu Billot. Juste un petit mot, on parlait de la protection des joueurs sur la signature des premiers contrats. Il y avait un vieux serpent de mer là, dans le football français qui était en passe de se résoudre. Les clubs et le syndicat des joueurs se sont mis d'accord pour éventuellement allonger la durée du premier contrat professionnel. À 5 ans. Voilà, donc il était plafonné à 3 ans, oui. Ce qui devenait un frein, parce que quand vous signez à 18-19 ans, bon pourquoi pas, mais quand vous signez à 16-17 ans, forcément, on peut dire qu'au moment où vous êtes mature justement pour jouer chez les pros, c'est le moment où vous avez plus de contrat. C'est ça. Donc ça pose un petit problème au club. Oui. Donc bon, c'est un peu technique, parce qu'il y a pas mal de clauses en fonction de l'âge et tout. Oui. Ils ont pas voulu faire un truc hyper simple, ça pouvait, voilà. Oui. Mais globalement, ce premier contrat pro peut s'étirer maintenant jusqu'à 5 ans. Est-ce que ça, c'est vraiment une vraie bonne chose pour des clubs formateurs de la dimension du Stade Malherbe ? Alors sur le plan, on va dire droit, bien entendu que c'est une bonne chose pour l'ensemble des clubs, c'est-à-dire que protéger les joueurs qui sont formés chez nous, bien entendu que c'est prioritaire pour l'ensemble des clubs. Après, c'est le contexte économique, c'est le contexte du foot aujourd'hui qui moi, voilà, me dérange un peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chose qui n'existait pas avant, c'est que les clubs agressent quand même. Hein. On est soumis aujourd'hui à la concurrence, et un joueur qu'on protège pas, ou en tout cas si on met pas l'argent qu'il faut en face, il peut nous échapper. Ce qui est aujourd'hui hallucinant, puisqu'à l'époque, d'un club français à un club français, il n'y avait jamais
Ça n'existait pas. Quand un jeune était formé dans un club, jamais le voisin n'allait toquer à la porte en disant viens chez moi. Sauf si le club en question ne lui proposait pas de contrat, et ce que je conçois. C'est la différence. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a des clubs qui sont capables de racheter un contrat, ce qu'on appelle les indemnités de formation, pour solliciter un joueur de talent. Mais quand nous sommes en Ligue 2, forcément les contrats ne sont pas identiques à un club de Ligue 1. Donc il est difficile, et donc c'est là où tout notre travail est important au quotidien, de la structure, de les conditions qu'on leur donne pour qu'ils aient le souhait de rester. Donc oui, le milieu a changé, oui, ce contrat peut être une bonne idée, mais c'est surtout les mentalités qu'il faut faire évoluer maintenant. Ouais, et ça c'est peut-être plus compliqué. Ça c'est plus complexe. Voilà. Alors c'est 3 plus 1 plus 1, on va pas rentrer dans le détail, mais je crois que c'est un peu ça dépend aussi de l'âge du joueur, ça dépend de l'âge du joueur, il y a des options aussi avec du temps de jeu. En tout cas maintenant le cadre légal le permet sous certaines conditions, alors qu'avant c'était plafonné à 3 ans, et donc du coup il fallait actionner d'autres leviers. C'était des clauses un peu privées qui n'avaient pas lieu d'être devant les commissions juridiques de la Ligue. Et par exemple, pour prendre l'exemple de notre voisin du Havre, il y avait une histoire comme ça avec Harold Boukoudi à l'époque, qui avait signé une prolongation mais qui n'était pas reconnue devant la LFP, et donc au moment de l'honorer, lui finalement a dit oui, je pars, je vais voir ailleurs. Mais entre guillemets, légalement il avait tout à fait le droit de le faire. Voilà. Donc voilà, au moins ça va changer un petit peu à ce niveau-là, et c'est plutôt une bonne évolution. Eh ben on a parlé de la demi-finale de Gambardella, on a parlé du centre de formation du Stade Malherbe de Caen. On n'a pas parlé de tout encore, Mathieu. Non, on va attaquer la partie favorite de Nicolas. On va parler de notre invité, Nicolas Seub, directeur du centre de formation du Stade Malherbe, entraîneur de l'équipe qui va disputer donc cette demi-finale de Gambardella le week-end prochain, ici même à Dornano. Mais tout cela, ce sera dans la 3e partie du débrief de Radio VFM et Foot Normand dans un instant. Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VFM et Foot Normand.